Chers chefs traditionnels, gardiens de l'authenticité de notre Côte d'Ivoire, gardiens de l'authenticité de notre Afrique, chers partenaires des partis politiques extérieurs, chers partenaires des partis politiques ivoiriens, chers invités prestigieux, je ne vais pas vous citer, chers amis de la presse, chers parents, chers amis, chers cadres du PSDI, chers militants, militantes et sympathisants. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui dans le but de faire naître un nouvel outil politique. Que dis-je? Un nouvel espoir politique. Pourquoi un nouvel espoir? Un nouvel espoir politique parce que nous ambitionnons de réconcilier l'Ivoirien avec la politique. L'Ivoirien est en effet déçu de l'homme politique et je comprends cette déception, je la partage même. Dans notre pays et dans beaucoup de pays africains, politique rime avec intrigue. Politique rime avec mensonge. Politique rime même avec violence, avec la mort. Le pauvre paysan victime, par exemple, d'un AVC, chez moi à Nambeka, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le fin fond de la savane de la Côte d'Ivoire. Cet Ivoirien, je vais vous raconter son parcours de soins. Cet Ivoirien, donc, qui fait un AVC à Nambeka, dans mon village, comme je l'ai dit, est trimballé à Kumbala. C'est la sous-préfecture qui est juste à côté. Parce que c'est là-bas où se trouve une infirmerie. Il faut faire les soins rapidement. Mais à Kumbala, il n'y a rien. De Kumbala, ce paysan est trimballé où? À Ferke-Sédougou, c'est le département qui est juste à côté. Et comme à Ferke-Sédougou, le plateau technique est nul, ce paysan sera trimballé de Ferke-Sédougou à Korogo. De Korogo, il est trimballé à Boaké. Et enfin, à Boaké, les médecins vont lui dire qu'ils ne peuvent rien faire. Il faut qu'il aille à Abidjan. Et ce pauvre paysan se retrouve à Abidjan. Donc regardez le parcours de soins pour un AVC. Qu'est-ce qui devient ce paysan qui a fait son AVC à Nambeka, qui se trouve à Abidjan, combien de jours après? C'est cela que nous dénonçons. Que font ces partis politiques lorsqu'on vit ces situations? On a 200 partis politiques en Côte d'Ivoire. Que font ces 200 partis politiques lorsque 3000 docteurs, je rappelle que le grade de docteur, c'est le grade le plus élevé. Là, je parle de grade, je ne parle pas de diplôme. C'est le grade le plus élevé de l'enseignement supérieur. Que font ces 200 partis politiques lorsque donc 3000 docteurs dorment chez des tontons et chez des tantines, suscitant ainsi sarcasme et colibé des voisins? Ils n'ont pas dit qu'ils connaissent papier, c'est pour aller dormir dans le salon des gens. C'est ce qu'on dit d'eux. Que font ces partis politiques? Que font ces partis politiques, ces 200 partis politiques, lorsqu'ils constatent que notre pays est en train de former des semi-analphabètes, incapables de faire une phrase correcte dans la langue de leur apprentissage? En l'occurrence, ici, on parle du français. Que font ces 200 partis politiques? Bref, il existe beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire, en effet. Mais que font ces partis politiques lorsque notre système éducatif est en train de partir en lambeaux? Le PSDI, Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, naît ce jour 6 août 2022 pour donner de la voix. Oui, pour donner de la voix face aux problèmes des Ivoiriens et non pour s'immiscer dans des querelles politiques. Que dis-je? Dans des querelles politiciens. Je tiens donc à remercier tous les militants qui m'ont fait confiance et qui m'ont élu avec un score soviétique. Je tiens donc à vous dire merci, merci de m'avoir élu, merci de m'avoir porté à la tête de ce parti. La tâche ne sera pas facile, je le sais. Oui, elle ne sera pas facile. Il paraît que la politique est un monde de requins. C'est un monde où on est capable de te ruiner.
tes pauvres petits moyens, on te met des impôts sur ta tête, tu t'en sors pas, tu te retrouves à la rue et tu vas faire des déclarations d'allégeance. Je ne le dis pas seulement pour ceux qui sont là aujourd'hui, mais pour tous les pouvoirs qui se sont succédés à la tête de notre pays. C'est la pratique. Il paraît aussi que la politique peut tuer. Alors, quand on m'a dit que la politique pouvait tuer, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre un dictionnaire. J'ai cherché politique, qu'est-ce que ça signifie en réalité? Je m'intéresse à la politique, mais en fait, c'est quoi la politique? Et c'est là où j'ai jamais découvert, j'ai jamais vu quelque part que la politique, j'ai jamais vu le mot guerre, etc. Enfin, la mort, pour moi, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai vu dans les dictionnaires que j'ai feuilletés. Alors, on ne vient pas à la politique pour se faire embastiller à la Maca. On n'est pas là, on n'a pas créé un parti politique parce qu'on a envie d'aller à la Maca, parce qu'on a envie qu'on parle de nous, etc. C'est pas ça l'objectif. On ne vient pas non plus à la politique pour se faire tuer. Non, j'ai pas envie de mourir. Donc j'ai rassure mes parents qui sont dans la salle, j'ai pas envie de mourir. Soyez sereins. On vient à la politique pourquoi? On vient à la politique parce qu'on a une vision. On vient à la politique parce qu'on a une vision. On a une vision pour résoudre les problèmes de la cité. On a une vision pour gérer la cité. On a une vision qui n'est pas celle de ceux qui sont là. Et c'est pour ça qu'on vient à la politique. Il y a des partis politiques avec lesquels on partage des similitudes. Et en général, avec ces partis politiques, on crée des alliances. Et j'espère qu'on va en créer. C'est un clin d'œil à nos amis des différents partis politiques qui sont dans cette salle, avec lesquels on partage beaucoup de valeurs. Et j'espère qu'on va pouvoir créer effectivement des coalitions pour affronter le marigot politique. On vient à la politique pour faire des propositions. Et quel type de propositions? On vient à la politique pour faire des propositions, pour assurer le développement de son pays. C'est pour ça qu'on vient à la politique. C'est pas autre chose. La marmaille, c'est pas de la politique. La marmaille, c'est pour les bandits. Non, c'est pas ça la politique. Dans un langage souvent utilisé, on dit, quand quelqu'un se met à mentir, il commence à dire des choses qui ne sont pas très claires, on dit oui, il est en train de faire de la politique. Non, je vous le dis, c'est pas ça la politique. La politique, c'est quelle vision on a. Comment est-ce qu'on veut qu'on gouverne le pays? C'est ça la politique, c'est pas autre chose. Il faut que les choses soient claires. Nous réfutons donc, nous rejetons, pour être plus simple, la politique de la tontine. Car notre pays n'est pas une cantine. Non, notre pays n'est pas une cantine. Il faut être prêt à vendre sa dignité pour avoir un strapontin, pour avoir un tabouret. Non, ce n'est pas cette politique-là que nous voulons faire. Je continue en disant une chose. J'ai fait quelques petites sorties dans la presse et j'ai cru comprendre que j'étais un peu trop dur avec ceux qui existent déjà, avec nos parents, avec nos aînés qui ont dirigé ce pays. Il paraît que j'étais trop dur avec eux. Alors, je voudrais ici maintenant être on ne peut plus clair par rapport à ce que j'ai dit. Je vais commencer par Henri Konan Bédié et le PDCI. Mon frère et ami Dali en a parlé tout à l'heure. Le PDCI nous a apporté quoi? Le PDCI nous a apporté l'indépendance. Le PDCI nous a enlevé les chaînes pour nous sauver du travail forcé. Henri Konan Bédié et ses amis, dans les années 70, ont permis à la Côte d'Ivoire de connaître ce qu'on appelait un miracle économique, le premier miracle de la Côte d'Ivoire. Ceci a permis de montrer qu'un pays africain peut arriver au sommet, peut se développer. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il fallait par la suite. Mais ce geste, ce tact, nous a permis de comprendre qu'on peut y arriver et que ce n'est pas une malédiction si on est un pays sous-développé et qu'on n'avance pas. C'est possible. Et donc pour ça, on ne peut dire que merci au PDCI. Le PDCI a fait sa tâche. Le PDCI a fait sa tâche. Henri Konan Bédié a fait sa tâche. Il a fait des erreurs, oui, mais il a fait ce qu'il avait à faire pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, le PPACI, c'était le FPI qu'on a tous connu lorsqu'on était jeunes. Laurent Gbagbo et ses amis, au risque de leur vie,
Oui, ils ont risqué leur vie. Au risque de leur vie, Laurent Gbagbo et ses amis nous ont permis d'avoir le multipartisme. Si on est réunis dans cette salle aujourd'hui et qu'on est en train de créer un parti politique, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Et c'est grâce également à tous les autres qui ont travaillé avec lui. Nous, on n'est pas de ceux qui disent qu'on ne mange pas les routes. Même si on dit que les routes ne sont pas le développement, il paraît que les routes précèdent le développement. Donc, soyons reconnaissants au fait que le pouvoir qui est là aujourd'hui fait des infrastructures. Lorsque Alassane Ouattara ne sera pas là, lorsqu'il ne sera plus au pouvoir, il ne va pas partir avec ses ponts, il ne va pas partir avec ses routes, il ne va pas partir avec l'électrification des différents villages. Donc on dit également merci à Alassane Ouattara, merci au RHDP. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on a fini de dire ça, lorsqu'on a fini de leur dire merci pour tout le travail, pour tout le bien qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, qui peut contester le fait que ces gens, ces personnalités sont également responsables, comptables de la situation sociale catastrophique de notre pays? Qui peut le contester? C'est une réalité. Qui peut contester que ces trois grands dont je viens de parler tout à l'heure focalisent sur eux trop de passions qui sont destructrices? Lorsqu'on dit un petit mot déplacé d'Alassane Ouattara, il faut faire attention, il faut regarder à côté parce que sinon on risque d'avoir une paire de gifles. Lorsqu'on dit un mot déplacé de Gbagbo, il faut faire attention, il faut regarder à côté. Et c'est la même chose pour Bédié. Non, c'est pas ça la politique. La politique, ça ne doit pas être des passions des hommes. La politique, ça doit être une passion des idées. Et c'est ce que nous voulons construire dans ce pays avec le PSDI. C'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que le PSDI naît aujourd'hui. Alors, je continue en disant une chose. Il faut qu'on rappelle à nos trois grands, il faut qu'on leur rappelle que nous sommes africains. Et en Afrique, le père travaille. Il travaille durement. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais en Afrique aussi, lorsque le père travaille, au bout d'un moment, il se met à côté, il laisse ses enfants et puis il se positionne en sage. Et il leur donne des conseils. Lorsque le père travaille, il fait des erreurs. Mais lorsqu'il se met à côté et qu'il donne des conseils, personne ne lui tient rigueur de toutes les erreurs qu'il a faites. Donc, il faut avoir la sagesse nécessaire, au bout d'un certain temps, de partir, et de savoir partir. Et c'est ce que nous disons. D'ailleurs, eux-mêmes, ils l'ont dit, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les vidéos existent. Tous les trois l'ont dit. À partir d'un certain âge, il ne faut plus chercher à être président de la République. Ils l'ont dit, ce n'est pas moi qui le dis. Gbagbo Laurent l'a dit, Alassane Ouattara l'a dit, Bédié également l'a dit. Les vidéos existent, vous pouvez les trouver, on peut vous les envoyer si vous voulez. Alors je n'invente rien. Il faut qu'ils sachent partir. Est-ce que lorsque j'ai dit ça, j'ai insulté quelqu'un? Je n'ai insulté personne. Je n'ai fait que dire ce qui est. Alors lorsqu'on me dit que mes propos sont trop durs, j'ai dit peut-être que ça a été mal compris. Alors c'est pour ça que devant vous aujourd'hui, j'ai tenu à clarifier mes propos. Et j'espère que ces propos ont été très bien compris. Nous luttons pour que justement, les hommes soient considérés comme des hommes de passage, mais que nous puissions construire une idéologie. Et ce que nous allons faire dans les jours, dans les semaines à venir, c'est de vous expliquer notre projet de société. Je ne voudrais pas que ce soit mon nom qui soit chanté. Je ne voudrais pas que Koulibaly devienne demain un Henri Konan Bédié, qui devienne demain un Alassane Ouattara, qui devienne demain un Gbagbo Laurent qu'on ne peut plus critiquer. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais, c'est qu'on parle du PSDI, le Parti des sociaux-démocrates ivoiriens. Et qu'est-ce que le PSDI défend? Qu'est-ce qu'il veut apporter à la Côte d'Ivoire? Et c'est de ça que je veux qu'on parle. Oui, qu'est-ce qu'on compte apporter à la Côte d'Ivoire?
Qu'est-ce que nous proposons de façon concrète aux Ivoiriens? Tout d'abord, nous voulons faire la politique autrement. L'opposition s'oppose, c'est ce qu'on dit. Nous disons que l'opposition fait des diagnostics. Je suis du corps médical. Désolé, l'opposition fait des diagnostics et ensuite propose des réponses. Propose. Nous voulons faire des diagnostics. Il y a des problèmes qui existent. Lorsqu'on parle de ces problèmes, ce n'est pas critiquer un pouvoir. Il faut que les choses soient claires. Lorsqu'on dit que le panier de la ménagère est vide, ce n'est pas critiquer le RHDP. Ce n'est pas critiquer le RHDP. Lorsqu'on dit qu'il faut payer, que les concours sont payants, ce n'est pas critiquer le RHDP, c'est dire ce qui est. C'est dire ce qui est. Donc, soyons courageux et disons ce qui est. Et le dire, ce n'est pas insulter quelqu'un. Le dire, ce n'est pas insulter Alassane Ouattara. Le dire, c'est aimer notre Côte d'Ivoire, c'est aimer notre pays et c'est vouloir que notre pays devienne comme les pays que nous avons pu visiter et où, effectivement, on peut partir de rien pour devenir quelqu'un. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait mes études au moment où Oufou Boigny était au pouvoir à l'époque. J'ai toujours été boursier. J'ai toujours été boursier. Je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un dans cette salle. J'ai eu la chance d'avoir été boursier. J'ai fait toutes mes études avec des bourses. Après, j'ai pu aller en France, continuer mes études. J'y suis resté près de 18 ans. J'y ai travaillé. J'ai appris beaucoup de choses. Mais ça, c'est parce que le pays m'a permis. Le pays a favorisé, le pays a mis en place un certain nombre de conditions pour que je puisse y arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle, beaucoup de jeunes dans cette salle, qui ont également ce type d'ambition. Mais dans la situation actuelle, il leur sera difficile d'y arriver. Pas parce qu'ils sont idiots. Les mamans qui sont là, vous avez des enfants à la maison. Ne pensez pas qu'ils sont idiots. Ils ne sont pas idiots s'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est parce que simplement le système est fait de sorte qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ce n'est pas de leur faute. Je vous ai parlé des 3000 docteurs qui sont au chômage, qui sont en train de lutter dans la rue. On les entend partout sur les réseaux sociaux. C'est honteux pour notre pays. C'est honteux. Parce que lorsqu'un pays forme des docteurs, ça suppose qu'il y a une planification derrière. Ça suppose qu'on sait ce qu'on veut en faire de ces docteurs. Alors lorsqu'un pays forme 3000 docteurs et que ces 3000 docteurs sont au chômage, on leur demande d'aller enseigner dans des écoles privées où ils vont gagner 50 000 francs par mois. Après avoir fait 15 années d'études à l'université. Je pense que c'est indécent. C'est indécent, c'est insultant. Alors je le dis de façon claire et nette à nos camarades docteurs qui sont là. Je vous soutiens. Je soutiens votre lutte. C'est quoi la social-démocratie? On dit parti des sociodémocrates ivoiriens. Qu'est-ce que ça signifie? La social-démocratie, c'est simple. Je vais vous l'expliquer simplement et vous allez comprendre. C'est tout simplement vouloir apporter à l'Africain ce qu'il est en réalité. Parce que je vous explique. On a tous ici des villages. Lorsque vous allez dans nos villages, les parents ont tous des plantations, ils ont tous des champs. C'est ce qu'on appelle le libéralisme. C'est ce qu'on appelle le libéralisme. Parce que ce n'est pas la fonction publique qui les paye. Quand tu vas dans ton champ, si tu travailles, tu manges, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est ça le libéralisme. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Nos parents ont l'entrepreneuriat dans leur ADN. Ce n'est pas les Blancs qui sont venus nous apprendre ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Nos parents ont l'entrepreneuriat dans leur ADN. Mais en même temps que dans nos villages, nos parents sont des libéraux. En même temps, nos parents vivent dans une sorte de communautarisme qui fait que lorsqu'un membre de la communauté a des problèmes, toute la communauté est là pour le soutenir. C'est ça le socialisme. Ce qui veut donc dire que nos villages, l'Afrique, telle qu'il était organisé, l'Afrique faisait de la social-démocratie. Donc nous pensons que si nous sommes africains, l'idéologie qu'on doit prôner pour ne pas dénaturer notre société, c'est la social-démocratie. Et donc c'est ça la social-démocratie. Allier le libéralisme, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, créer des entreprises avec le socialisme. Donc l'humanisme concret, l'humanisme de l'homme, c'est ça la social-démocratie. Et j'espère que vous l'avez compris. Je vais écouter mon discours, mais je ne pourrai pas du tout finir ce discours sans parler de nos axes de communication. Quelles sont les choses les plus importantes dont on va parler? Il y en a beaucoup. Tout est à faire dans notre pays, tout est à faire. Mais il faut bien commencer par un bout. D'abord,
qu'est-ce que le PSDI propose pour le pouvoir d'achat et pour l'autosuffisance alimentaire? Ensuite, qu'est-ce que le PSDI propose pour la santé? Et enfin, qu'est-ce que le PSDI propose pour l'éducation des jeunes? Il y a beaucoup d'autres points, l'industrialisation, le logement, etc. Il y a beaucoup d'autres points qu'on peut aborder. Mais nous aurons l'occasion de vous en parler en détail parce que nous avons des propositions concrètes sur ces points également. D'abord, le pouvoir d'achat. Ce que je voudrais dire, le niveau de vie en Côte d'Ivoire est artificiellement gonflé. Le niveau de vie en Côte d'Ivoire est artificiellement élevé. Il faut que les choses soient claires, il faut que vous le compreniez. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays tel que la Côte d'Ivoire, vous avez des terrains de 600 mètres carrés qui coûtent 80 millions, 100 millions. C'est indécent, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors, lorsqu'on a des terrains qui coûtent 80 millions, mais ne soyons pas surpris qu'il y ait de la corruption. C'est normal qu'il y ait de la corruption. Pourquoi est-ce qu'on s'étonne? Pourquoi est-ce qu'on s'étonne? Parce que vous prenez un PDG, qui est PDG d'une entreprise. Il a son voisin à côté qui est PDG également de l'entreprise d'à côté. Son voisin est allé s'acheter une grosse villa, je ne sais pas moi, à Bata, etc., pour ne pas citer des quartiers. Il va se renseigner pour savoir combien ça coûte là-bas. On lui dit que le terrain coûte 80 millions. Il a un budget à gérer. Il sait qu'il peut pomper dedans 100 millions. Ben, je vais pomper. Et c'est ce que les gens font. C'est ces situations qu'il faut régler. Lorsqu'on parle de résoudre la corruption, lorsqu'on parle de régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas simplement dire que oui, tel PDG a volé de l'argent, on le met à côté, etc. Ce n'est pas ça la solution. Lorsqu'on veut trouver des solutions, il faut identifier qu'est-ce qui provoque les problèmes. Et à partir de ce moment, lorsqu'on a bien identifié les problèmes, on peut y apporter des solutions. Donc la corruption dans notre pays est responsabilité directe d'ailleurs, du niveau de vie artificiellement élevé dans notre pays. Je vais vous donner un autre exemple. Nous, on propose quoi? On propose ce qu'on appelle les états généraux des salaires. Les états généraux des salaires, c'est quoi? Il faut absolument que les gens du privé et les gens du public puissent se réunir dans une salle pendant quelques jours et qu'ils puissent discuter ensemble pour identifier, pour déterminer le salaire minimum qu'il faut à un Ivoirien pour pouvoir vivre. Parce que mettre le salaire minimum à 60 000 francs CFA, je suis d'accord qu'on mette un salaire minimum à 60 000 francs CFA, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 60 000 francs CFA dans notre société? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, si on suppose qu'avec 60 000 francs CFA, un Ivoirien peut vivre décemment, je veux bien le croire, mais dans ce cas, dites-moi, les députés qui ont voté les 60 000 francs CFA, pourquoi est-ce qu'ils ont 40 fois ce salaire? Un député est payé à 2 500 000, ça se justifie comment? S'il estime, ce député qui allait voter ce SMIC, s'il estime qu'avec 60 000 francs on peut bien vivre, je peux comprendre qu'un député ait 3 fois le SMIC, qu'il ait 4 fois le SMIC, qu'il ait même 5 fois le SMIC. Alors, si le SMIC est à 60 000 francs, le salaire maximum d'un député, ça doit être 300 000 francs. Je ne comprends pas qu'un député ait 2 500 000 francs. Qu'on vienne me l'expliquer. C'est pas normal. Je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire est la première puissance économique de l'UEMOA. C'est la deuxième puissance économique de la CEDEAO. Mais je vais vous dire une chose que vous ne saviez pas certainement. En Côte d'Ivoire, on meurt plus tôt que dans quasiment tous les pays africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose qu'on appelle l'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous naissez aujourd'hui, on peut calculer le nombre d'années que vous pouvez faire sur Terre. Et en Côte d'Ivoire, on vit moins longtemps qu'au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, on vit moins longtemps qu'au Bénin. En Côte d'Ivoire, on vit moins longtemps que dans quasiment tous les pays qui nous entourent. Est-ce normal? Alors qu'on est on est la première puissance économique de l'UEMOA. On est la deuxième puissance économique de la CEDEAO. C'est des aberrations et il faut les dénoncer. Lorsqu'on les dénonce, ce n'est pas faire de la politique politicienne. Lorsqu'on les dénonce, ce n'est pas critiquer un pouvoir. Lorsqu'on les dénonce, on est en train de chercher des solutions pour que notre pays aille vers le développement. Moi, je dis toujours une chose. Moi, j'ai fait 18 années en France. Et il y a beaucoup de personnes ici qui ont vécu en France. Mon ami qui est là, il est venu pour le congrès. Il vit encore en France. Ça fait, je ne sais pas, près de 25 ans qu'il est en France. Je ne sais plus combien d'années. Hassan, tu es allé en France à cause des ponts, des machins, des routes, etc., etc. Non. On ne va pas en France, on ne va pas en Europe, on ne va pas en Italie, on ne va pas au Canada, on ne va pas aux États-Unis à cause des routes. On n'y va pas parce que le pays est beau. On y va parce qu'il y a un système qui est mis en place qui permet ce qu'on appelle le développement, et c'est ça. Le développement, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est pas ce qu'on voit. Parce que ça, moi j'appelle ça du bling-bling.
Le bling bling, c'est quoi? C'est voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise oui, il dit lorsqu'on construit des immeubles, etc., ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est nécessaire, mais ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est autre chose. Lorsque vous allez sur un marché et que vous allez voir le monsieur qui est là qui vend des plantes, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas en train de vous vendre du n'importe quoi? Vous n'en êtes pas sûr. C'est pour ça qu'il existe des études de médecine, c'est pour ça qu'il existe des études de pharmacie, c'est pour ça qu'il existe des études des sciences médicales. Je ne dis pas que c'est ceux-là qui doivent vendre ces produits. Je dis simplement que dans un pays organisé, ces personnes qui sont allées faire 10 années d'études, 15 années d'études pour avoir des diplômes, il faut qu'on les mette tout simplement en contact avec ces tradipraticiens, de sorte à ce que notre pharmacopée soit valorisée. C'est tout simple. De sorte à ce que lorsque vous allez au marché et que vous allez acheter une décoction, quand on vous dit que cette décoction traite l'hypertension, vous êtes sûr que vous êtes en train de traiter l'hypertension et non en train d'acheter une insuffisance rénale. Ça, c'est important. Il faut absolument qu'on le fasse. Donc, valoriser notre pharmacopée traditionnelle. Imaginez un seul instant, que Joe Biden, le président des États-Unis, soit malade et qu'il prenne un avion pour aller se soigner en France. Est-ce que vous trouvez normal qu'un ministre français soit malade et qu'il prenne un avion pour aller se soigner aux États-Unis? C'est pas possible. C'est indécent. Alors, nous disons, notre proposition, elle est simple. Celui qui a de l'argent, qui veut aller en France pour aller se soigner, il a le droit d'aller se soigner en France. Mais hors de question, qu'on prenne l'argent de nos impôts et qu'on paye, on affrète des avions privés pour envoyer des officiels en France, aux États-Unis, au Maroc, pour aller se faire soigner. Ce qu'ils ont fait pour avoir des bons hôpitaux là-bas, faisons la même chose ici. C'est ce que nous disons tout simplement. Très bonne idée que le pouvoir a eu de mettre en place cette assurance maladie universelle. Le seul problème, c'est son fonctionnement. La corruption qu'il y a dans le système. Et le fait que justement, ils ont mis à la tête de ce machin qu'on peut appeler l'assurance maladie universelle des gens qui certainement sont très intelligents, mais qui n'ont pas envie de vous soigner. Donc il faut absolument réformer l'assurance maladie universelle, qui est une très bonne chose. Il faut le dire de façon claire et nette. Je pense sincèrement que concernant l'éducation, nul besoin de s'attarder sur le système éducatif ivoirien. Car tous ici réunis, nous sommes conscients des maux qui ruinent ce secteur. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bavardage. Alors qu'est-ce qu'on propose? Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les enseignants, parce qu'on oublie souvent que si le système éducatif ivoirien aujourd'hui est en lambeaux, c'est simplement dû au fait aussi que ceux qui vont enseigner sont souvent des personnes qui n'ont pas une vocation d'aller enseigner. Aujourd'hui, on va à l'enseignement parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a eu un circuit pour rentrer dans l'enseignement. Quand aujourd'hui un jeune est diplômé, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple. Il cherche un circuit. Et si j'ai le circuit de l'enseignement, même si je n'ai aucune vocation pour l'enseignement, je vais faire l'enseignement. Je m'en fous du reste. L'essentiel, c'est d'avoir un travail. Donc c'est ça aussi qui fait que nos jeunes sont mal formés. C'est ça aussi qui fait qu'on a des BTS qui ne savent même pas ce que c'est qu'un brevet de technicien supérieur, qui ne peut pas réparer un ordinateur. Vous avez des BTS en transformation agroalimentaire qui ne savent même pas faire un jus de fruits. Tout ça, c'est dû à notre système éducatif. Je vais terminer concernant, on a beaucoup de choses à dire concernant l'enseignement. Je vais terminer concernant l'éducation pour dire que nous proposons tout simplement qu'on prenne chaque région de la Côte d'Ivoire, qu'on regarde en fait quels sont, si vous voulez, les produits qui constituent un avantage concurrentiel de ces régions. Et dès l'instant où on a identifié ces produits, il faut qu'on apprenne à les transformer. Et pour les transformer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement créer dans chacune des régions de la Côte d'Ivoire des écoles techniques qui permettent d'apprendre aux jeunes de la région et à des jeunes qui seraient intéressés par ces différents métiers à transformer les produits locaux. Et c'est comme ça qu'on va sortir, si vous voulez, de l'exportation de matières premières et on va aller vers le secteur tertiaire, c'est-à-dire l'industrialisation, qui est la seule solution pour faire avancer le pays, qui est la seule solution pour que notre pays se développe. J'ai beaucoup débordé, mais je vais finir. Je ne peux pas finir sans dire quelque chose. On se plaint souvent de la France, on est un pays qui a été colonisé par la France. Mais dites-moi, est-ce que c'est les Français qui nous obligent à avoir le franc CFA? Aujourd'hui, le franc CFA est une grosse merde, excusez-moi l'expression. Mais pourquoi est-ce qu'on se maintient dans le franc CFA? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est notre faute. C'est notre faute. Parce que si aujourd'hui, les pays qui ont le franc CFA décident de sortir du franc CFA, ils sortent du franc CFA le lendemain. Il faut qu'on arrête, en restant à chaque fois à accuser la France.
Oui, la France fait ce qu'elle peut pour les Français, mais nous faisons ce que nous pouvons, ce que nous devons pour les Ivoiriens, pour les Africains. Et c'est ça qui va faire que notre Afrique va s'avancer. On acclame le docteur Inyako Koulibaly. On l'acclame jusqu'à ce qu'il regagne sa place.